Bonsoir à tous, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour une nouvelle soirée, un nouveau jeudi de la BD qui se passe un lundi, mais un lundi parce que c'est un jeudi de la BD exceptionnel. Aujourd'hui, on a la très grande chance de recevoir Emmanuel Guibert. Alors simplement 2-3 éléments de cadre avant de laisser la parole à Emmanuel et à Sonia qui animent avec nous cette rencontre. Cette soirée, elle est organisée en partenariat avec le Festival d'Angoulême et le Musée d'Angoulême, parce qu'en ce moment, à Angoulême, une grande exposition sur Emmanuel Guibert a lieu, dont on va vous parler. Et sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous laisser la parole. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Nathanaël. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Emmanuel Guibert, élu Grand Prix lors de la 47e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, Grand Prix 2020. Donc, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sonia. Merci d'être à nouveau avec nous, puisque c'est la deuxième fois que tu nous fais la joie de participer à ces rencontres organisées par le service Nouvelle Génération de la BPI. Alors ça y est, Nathanaël l'a dit, l'exposition Emmanuel Guibert en bonne compagnie a ouvert ses portes. Ça se passe au musée d'Angoulême jusqu'au 27 juin. Et on avait très envie, avec le festival, le musée d'Angoulême et la BPI, d'organiser cette soirée pour que tu nous parles de ta pratique du dessin. Bien évidemment, tu exposes de nombreux carnets dans cette exposition et il est toujours passionnant de t'entendre en parler. Mais on avait aussi et surtout envie que cette soirée soit dédiée à ces artistes amis qui t'accompagnent, que tu accompagnes depuis des années, celles et ceux qui se trouvent exposés à tes côtés, à Angoulême en ce moment même, et plus encore, si le temps nous le permet. Emmanuel, l'amitié, le compagnonnage sont vraiment essentiels à ta pratique artistique. Je me suis rendu compte en réalité qu'on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, que ce n'avait jamais été le sujet de nos rencontres, que ce soit dans des rencontres publiques ou pour des entretiens pour des magazines, mais que finalement, il était toujours question de ça, au fond, d'amitié, de compagnonnage. Chère Sonia, quand on s'est vu ici, la dernière fois, on parlait de Franquin, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'était une excellente soirée. Avec Florence, aussi. Sestac. Alors, l'exposition d'Angoulême, en effet, c'est ce dont on va parler ce soir. On a beaucoup de chance, elle est finalement ouverte. Voilà. Elle aurait dû durer 6 mois et on a pu craindre pendant un temps qu'elle reste définitivement fermée. Et ça n'est plus le cas depuis le 19 mai dernier. Donc, le musée d'Angoulême a rouvert et l'exposition est accessible donc pour quelques temps. Elle fermera le 27 juin. Donc ce soir, l'idée, c'est de donner un petit aperçu de ce qu'il y a dans cette exposition. Alors, je dis en quelques mots ce que je dis sur le panneau d'accueil que j'ai rédigé à l'entrée de l'exposition pour expliquer au fond les mobiles qui ont présidé à cet accrochage. Quand il a été question donc d'organiser cette exposition à Angoulême, je sortais d'une exposition que j'avais conçue à Paris pour un très beau lieu, l'Académie des Beaux-Arts Quai de Conti, et où j'avais une superficie assez vaste, et j'avais décidé de nommer cette exposition Biographie dessinée. Tout était dans le titre, puisqu'il s'agissait des biographies que j'ai consacrées à mon ami Alan Cope et à mon ami Didier Lefebvre. J'avais donc coupé l'espace en deux, si j'ose dire, bien qu'il y ait eu évidemment une sorte de solution de continuité assez logique entre ces deux amis qui ne se seront jamais rencontrés de leur vivant. Mais Didier a eu beaucoup à connaître d'Alan puisqu'il a lu les histoires que je consacrais à cet ami américain. Donc cette exposition a duré 1 mois et demi. J'y présentais des planches et puis toutes sortes de documents et même d'objets autour de ces deux copains. Donc je me suis dit, ça a été fait à Paris, c'est pas la peine de le refaire à Angoulême. Donc j'avais déjà éliminé le côté biographie de l'affaire. Et puis j'avais pensé également à autre chose, c'est que, ayant été douché, comme disent les Américains, j'ai appris ça, on dit showered with awards, douché de prix, douché de récompenses ces dernières années, j'ai eu la chance d'avoir, il y a peut-être 3 ans maintenant, tu me le préciseras, mais le prix René Goscinny, au terme duquel il fallait également une exposition à Angoulême. Et donc, cette exposition-là, elle était clairement rétrospective, puisque j'y abordais à peu près tout ce que j'ai fait depuis que j'exerce ce beau métier, aussi bien pour la jeunesse que pour les grands. Donc, je me suis dit, pas non plus d'exposition rétrospective, ça a déjà été fait. Je pensais à l'époque que les gens qui
auraient dû transiter par Angoulême en ce début d'année 2021. Certains d'entre eux, certainement, seraient déjà venus de 2 ou 3 ans auparavant et que ce n'était pas la peine de leur resservir le même menu. Donc je me suis dit, si je veux complètement changer mon fusil d'épaule, qu'est-ce qui me reste? Et j'avais en tête depuis très longtemps l'idée de partager un espace comme celui-là, si d'aventure on me l'offrait, avec des amis. Et donc j'ai appelé cette exposition « En bonne compagnie ». On peut y voir évidemment une sorte d'ironie rétrospective quand on considère qu'elle est restée fermée pendant 5 mois. J'ai d'autant moins regretté d'y avoir invité des amis que mes travaux et les leurs se sont sentis moins seuls au sein de ce musée où ne transitait aucun visiteur. Mais depuis qu'elle est ouverte, on va donc y faire connaissance avec en fait une vingtaine de personnes. On ne va pas peut-être tous les évoquer ce soir, mais on va en évoquer un certain nombre. J'ouvre l'exposition par un secteur malgré tout consacré à mon travail. Donc j'accueille les gens avec des boulots que je n'ai jamais montrés dans l'ensemble, c'est-à-dire essentiellement du dessin d'observation. Beaucoup de carnets. Beaucoup de carnets. Alors je me suis souvenu que j'ai commencé mon activité de carnettiste compulsif en 1991, il y a donc exactement 30 ans. Donc je me suis dit 30 ans, 30 carnets. Ce qui fait que dans 3 ou 4 vitrines, non, 5 très exactement, je crois, j'ai étalé et ouvert 30 carnets, choisi un peu au petit bonheur la chance dans les étagères qui ploient sous les carnets chez moi. Et donc on y voit pas mal de scènes de nature, parce qu'à vrai dire, c'est également la tonalité que j'ai donnée à l'ouverture de cette exposition. Quand je l'ai conçue, nous étions tous les uns et les autres enfermés déjà depuis un petit moment. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'accueillir le public par un peu de chlorophylle. Et j'ai montré sur les cimaises et dans les vitrines essentiellement des vues prises lors de mes balades dans la nature et très volontiers en Normandie, où depuis des années je passe la plupart de mes étés, et puis aussi au Japon, où j'ai eu le bonheur de résider à 2 reprises, et d'où j'ai ramené également beaucoup de dessins. Donc ça, c'est la partie qui me concerne. Et un petit mot, ce qu'on voit aussi dans cette partie, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit combien tu aimes expérimenter. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'un peu magique de voir que tu changes de technique. Que, je me souviens de cette anecdote, mais il y en a énormément, de ces dessins que tu faisais avec la terre, de l'endroit où tu te trouvais. Tu as ce goût pour l'expérimentation. Qu'est-ce qui préside au choix d'une technique ou d'une autre quand tu as en tête une image ou quand tu as un sujet à traiter ? Alors, la bande dessinée telle que je la pratique est un mode d'expression exigeant, rigoureux, volontiers répétitif. On accepte cette discipline de faire pour le bien des histoires. Donc, on est prêt à s'amputer d'une partie de son anatomie de peintre, si j'ose dire, ou de dessinateur, pour que pendant l'année, les 2 ans, les 3 ans, les 5 ans parfois que dure l'élaboration d'un album ou d'une série d'albums, qui seront lus en quelques heures ou parfois en quelques dizaines de minutes par un lecteur, pour que le style ne varie pas trop du commencement à la fin. Il est évident que cette espèce de rétention naturelle pour les besoins de la bande dessinée suscite un désir de réaction, en quelque sorte, de réaction un peu exubérante, comme ça, quand on sort du laboratoire où on élabore les bandes dessinées, et que, par exemple, on se retrouve dans la nature, comme je le disais, on a une envie irrépressible. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis « on », il faut que je parle en mon nom, on n'est pas tous pareils, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. J'ai envie de changer de format, j'ai envie de changer de matériaux, j'ai envie de changer d'outils. Ce papier pour lequel j'ai eu un pieux respect pendant des semaines ou des mois de travail, j'ai tout d'un coup envie de le martyriser, de lui faire subir les derniers outrages. Et donc je pars dans la nature avec des moyens qui ne sont jamais
ceux que j'ai sous la main quand je travaille à l'intérieur, si j'ose dire. Et pareil pour les outils. J'utilise la plupart du temps, d'ailleurs, les outils que me fournit l'environnement. Et je me lance dans des campagnes de dessin de tailles diverses, où en effet, je peux travailler, comme tu le disais là à l'instant, par exemple, on peut citer cet exemple, avec de l'argile crue, récupérée à même le sous-bois, dans des bauges, c'est-à-dire dans ces endroits où les sangliers, la nuit, vont se rouler voluptueusement pour se débarrasser de leurs parasites. C'est tellement joliment dit. Mais je suis certain que c'est le cas. Quand on voit ces espèces de piscines crémeuses qu'ils ont créées en se roulant en tous sens, on se dit qu'ils ont forcément été très bien là. Ils ont concassé des branches, des feuilles, créé une sorte de substrat qui titille le peintre, parce que quand on passe, je me souviens, quand j'ai découvert ça un jour, j'étais en vélo dans ce sous-bois, je me rendais à la plage, j'allais me baigner, et souvent quand on pédale, on voit un truc, mais comme on est en train de pédaler, on l'a déjà dépassé avant de comprendre ce qu'on a vu. Alors, quand on est en bagnole, souvent, on continue sa course. Mais quand on est en vélo, on a toujours la possibilité de s'arrêter, de repartir, parfois un peu acrobatiquement, comme ça, en reculant. Mais en se disant, j'ai eu une vision, là, une hallucination pendant quelques secondes. Qu'est-ce que c'était ? Là, j'avais eu l'impression de voir dans ce sous-bois une sorte de piscine de gouache. Espèce de gouache ou d'acrylique idéalement préparé avec la juste proportion d'eau et de pigments pour donner quelque chose de parfaitement crémeux qui évidemment excite le pinceau et donne envie de se mettre au travail. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette piscine de gouache ? La piscine de gouache, c'était donc la bauge, c'est-à-dire une sorte de mare dans laquelle cette argile mêlée d'eau est travaillée, si j'ose dire, comme l'aurait travaillé un sculpteur par les chines et les flancs des sangliers, était devenue une matière extraordinairement attirante, visiblement très voluptueuse, flattant en nous cette espèce de bonheur enfantin qu'on a toujours eu à patouiller dans diverses matières. Et donc, je suis revenu là avec les petits seaux de plage de ma fille, et j'ai commencé à la récolter et à travailler avec, pour me rendre compte que cette argile qui est farcie de silice tient très bien en fait le papier, et le tient tellement bien que quand on a fait pénétrer la fleur du papier par ce substrat, il n'en repart plus. On a beau le frotter, on a beau même y reprojeter de l'eau, ce qui me donnait à penser que, a priori, que cette terre séchée se retransformerait en boue et disparaîtrait. Non, ça tient, c'est incroyable, ça tient sans médium. Donc j'utilise assez volontiers ça pour peindre. Il y a quelques exemples qui sont présentés à Angoulême. Donc voilà. Et donc, on entre dans cette partie consacrée à tes amis. Avec joie. Ce que je te propose, c'est qu'on s'appuie aussi sur ce très beau catalogue d'expositions qui accompagne l'exposition et qui, lui, donc, sera disponible au-delà du 27 juin. Bien sûr, on va évoquer des personnes qu'on ne voit pas figurer dans ces quelques pages qu'on va vous montrer, mais j'aimerais qu'on commence cette partie en évoquant une personne que tu as rencontrée à 19 ans, sous le saint patronage de Costello, un concentré de pétulance, d'aménité et de talent, à savoir Frédéric Lemercier. Frédéric Lemercier. Alors, comme on va faire une série de petits portraits là, et qu'on va parler de gens que j'aime bien et qui sont à un titre ou à un autre présents dans l'exposition, je vais essayer de rendre vivante leur présence en racontant sur chacun d'eux des petites anecdotes. Je pense que le mieux, c'est peut-être que je raconte d'ailleurs comment je les ai rencontrés. En effet, Freddy, j'avais 19 ans aux Cerises et je venais d'entrer aux arts décoratifs. J'avais passé une année en prépa aux ateliers Ourdet, qui était à l'époque rue du Long. Je prenais la petite ceinture, le petit train qui ceinturait Paris, qui n'existe plus depuis belle lurette, pour me rendre tous les jours dans ma prépa. Puis j'ai présenté ce concours des arts déco que j'ai eu. Et le premier jour, on attendait à la première heure pour un cours de couleur, un professeur qui n'arrivait pas. Et je connaissais personne. Personne ne connaissait personne, d'ailleurs, je crois, ce matin-là.
dans la petite queue qui se formait devant cette classe. Et pour me donner une espèce de contenance, et puis parce que j'aurais passé ma vie à fredonner, moi, j'étais en train de chanter une petite chanson d'Elvis Costello, en effet, qui s'appelle Beyond Belief, qui est dans un disque intitulé Imperial Bedroom. Et la chanson fait quelque chose comme History repeats, the old conceits, the clip replies, the same defeats. Et puis j'entends derrière moi Put your finger on important issues with crocodile teeth and pocket full of tissues. Voilà, et je me suis retourné et ça a été l'origine d'une amitié pour la vie qui non seulement dure encore, mais s'enrichit évidemment chaque année d'expériences nouvelles entre nous deux. Les écoles servent à beaucoup de choses, et pourquoi pas un certain apprentissage, mais je pense que ce que je dois plus particulièrement aux Arts Déco, c'est quelques rencontres que j'y ai faites, et plus particulièrement celle-ci, qui a été cruciale pour moi, parce que d'abord, je ne reviendrai pas sur les qualités de Frédéric que tu as, en me citant, rappelé en 3 mots, mais le fait est que on a d'abord passé quelques années à s'ingénier à ne pas collaborer avec nos métiers respectifs, lui s'étant dirigé vers le graphisme et moi déjà vers la bande dessinée. Donc c'est toute une période où on faisait de la musique. Je ne sais pas si on voit sur l'écran Frédéric en train de jouer de la guitare, mais on s'amusait tous les deux beaucoup à créer des petites chansonnettes et à les enregistrer. Et puis est venu quand même un moment, moi en général il me faut à peu près 15 ans pour comprendre les dessous et les ressorts d'une situation, donc je pense qu'une quinzaine d'années ont dû passer, d'eau a dû passer sous les ponts avant que je propose à Frédéric de collaborer, et c'était à l'occasion de cet album qui s'appelle Le Photographe. Et je lui ai demandé de bien vouloir en assurer à la fois la mise en page et aussi la mise en couleur, chose qu'il n'avait jamais faite. Je trouve toujours très intéressant de demander à des gens intelligents et valables de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et de les placer dans une situation de responsabilité. Ça a marché à merveille avec Frédéric qui s'est pris au jeu. Et ça a été donc l'orée d'une longue collaboration entre nous, puisqu'il ne se passe pratiquement pas une année sans qu'on bosse ensemble sur un livre, que ce soit... alors, des bandes dessinées depuis longtemps, moins. Par contre, très activement, tous les deux, toute la partie livre de croquis de mon travail, on la fabrique ensemble. On fait aussi de temps en temps, quand j'ai une commande d'illustration ou autre chose comme ça, il n'est pas rare, ou une affiche, ou il n'est pas rare qu'ils mettent la main à la pâte avec moi. Et tu écris justement, quand tu parles de la collaboration, tu écris dans ce livre, c'est ce que j'attends de notre collaboration, des livres qu'on n'aurait pas fait l'un sans l'autre. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on sent que c'est une association qui n'est pas feinte, qui n'est pas anecdotique, qui est vraiment où il y a quelque chose de nécessaire à collaborer ensemble. Ah, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui à tous les points de vue. J'ai besoin de lui et de tous les gens dont il va être question ce soir, avant tout à titre amical, parce que ce sont des gens que j'aime et avec lesquels je veux rester. Mais c'est quelqu'un aussi qui m'a considérablement appris dans des zones où j'étais très très largement insuffisant. J'étais très ignorant en typographie, j'étais très incertain en mise en page. Tu évoques la figure de la conduite accompagnée. Et c'est ça. Oui, l'ordinateur... ça évoque ça parce qu'on est tous les deux devant un écran, assis côte à côte. J'ai pas de pédale au bout des pieds, mais enfin, je lui pose toutes sortes de questions. J'apporte moi un matériau qui nécessite d'être retravaillé ensemble. Et on a ces heures et ces heures qu'on ne compte plus parce qu'on aura passé vraiment une partie de notre vie ensemble à faire ce genre de travaux et à le faire avec beaucoup de bonheur. Mais on a ces heures devant l'ordinateur où petit à petit on donne une structure, on donne une apparence à ce qui était auparavant des dessins ou des textes épars. Et pour ça, je suis très à son écoute parce que c'est un homme de goût. J'en parle un peu aussi dans l'article que je lui consacre. J'essaye d'avancer une définition de la personne de goût. Je pense que la personne de goût est une personne qui nous désigne comme intéressante et pourquoi pas belle, des choses qu'on n'avait pas vues. Des choses qu'on ignorait
ou des choses qu'on avait vues mais auxquelles on n'accordait pas de prix jusqu'à ce que la personne en question nous en révèle l'aspect précieux, singulier, intéressant. Et Frédéric sait très bien faire ça et continue à le faire. C'est aussi évidemment un des ressorts d'une amitié qui dure, c'est qu'une personne continue à vous charmer, à vous intéresser par des traits de sa personnalité qui ne sont pas les nôtres et du coup dont on profite au centuple. Et j'aime bien pouvoir compter sur son goût, qui est quelque chose d'assez immatériel, de constamment surprenant, mais qui m'édifie, qui me réjouit. Je suis pas jaloux, mais j'aimerais bien avoir le même. Et le fait de le côtoyer beaucoup a peuplé vraiment mon monde intérieur de toutes sortes d'aspects de l'existence que sans lui, je n'aurais vraisemblablement pas vu ou pas goûté de la même manière. On a donc, quand on continue à feuilleter ce catalogue d'expositions, Emmanuel Guibert en bonne compagnie, je reprends tes mots là encore une fois, une sorte de James Stewart chinois. Nous avons donc Yexin. Alors, Yexin sera présent à Angoulême le 24 juin prochain, à l'occasion de ce qu'ils appellent au musée un jeudi midi, je crois. C'est-à-dire, on regroupera un petit public, celui qui aura le droit de remplir la jauge prévue. Et donc, Sin sera là pour évoquer son travail. Je suis content de le faire aujourd'hui brièvement. J'ai rencontré Sin il y a quelques années, en rencontrant d'abord un de ses enfants, Antonin, qui à l'époque était encore en primaire, c'était un tout jeune garçon. Et Antonin a rabattu son papa sur moi quelques semaines après. On m'avait donné une carte blanche dans un cinéma parisien pour y montrer un film de mon choix. Et j'avais choisi à dessein un film familial pour avoir à la fois des enfants et des adultes. Et donc Antonin a amené son père ce jour-là et me l'a présenté. Et Sin m'a tout de suite dit qu'il aimerait que je fasse deux choses. La première serait de lui rendre visite à l'université Paris 8 Saint-Denis, où il est chargé de cours. Et la deuxième, ce serait que nous partions ensemble en Chine. Et ça a été dit pratiquement de but en blanc. Je ne m'attendais pas à me voir adresser deux invitations comme celle-là, la deuxième étant quand même particulièrement surprenante, émanant d'un homme que je rencontrais pour la première fois. Mais j'ai vite appris à prendre les propositions de Sin au sérieux. Et l'humour de la situation veut qu'il ait pratiquement été plus simple d'aller en Chine que d'aller à Paris 8. Mais le fait est que j'ai fait les deux. Et Sin et moi avons fait un grand voyage qui nous a emmenés d'abord à l'Académie des Beaux-Arts de Xi'an, où nous sommes intervenus auprès des étudiants, et puis ensuite à Pékin sur l'immense campus de Tsinghua, où là aussi, avec un troisième larron qui s'appelle Florent Sabourin, nous sommes intervenus pour, disons globalement, comparer les mérites de notre tradition du récit en images, donc de la bande dessinée, et de ce qu'on appelle en Chine le lian huanhua, c'est-à-dire les images enchaînées, qui est une tradition pluriséculaire et qui, en Chine de toute éternité, a permis de faire circuler des récits auprès de populations partiellement lettrées et très largement illettrées, qui pouvaient apprécier des images pour peu que quelqu'un dans le village soit susceptible, ou le camelot, c'était souvent le camelot, soit susceptible de lire ce qui était dit sur les idéogrammes et de tourner les pages colportant de cette manière de grands récits mythologiques chinois, les grands romans chinois immémoriaux, les opéras, etc., sous forme de ces petites bandes dessinées. Et donc, je me suis cultivé sur tout ça qui m'a bien intéressé. Et puis, on a travaillé ensemble avec ces étudiants, Sin leur parlant depuis toujours de peinture lettrée chinoise,
de fabrication de papier, d'assemblage de papier pour créer des rouleaux, des carnets, des leporello, etc. Et puis moi, je leur ai proposé une sorte de règle du jeu que j'ai gambergé. Je me souviens pendant les heures d'avion de l'avion qui nous menait là-bas. Et on a passé une quinzaine de jours à Siane, passionnante, avec ces jeunes gens. Au début, un peu surpris de nous voir débarquer, mais enfin très rapidement attentifs et pris au jeu. Et moi, je dois dire que c'était un séjour très exigeant parce qu'on travaillait énormément, mais j'étais très très content de découvrir, en fait, c'est une sorte de pont aux ânes que je vais dire, mais en fait, on a toujours l'impression quand on va dans un pays exotique qu'on trouvera des réalités très éloignées des nôtres. Et le fait est que dès qu'on crée les conditions d'une complicité avec un petit aréopage de gens, là, comme c'était le cas avec cette classe d'une trentaine d'élèves, très rapidement, évidemment, ils deviennent vos enfants. Les gens qu'on croise dans la rue et qui ont l'âge de vos grands-parents sont vos grands-parents. Enfin, je me suis senti assez vite en familiarité là-bas. Et j'ai beaucoup aimé échanger avec ces jeunes étudiants. On s'est quitté la larme à l'œil sur le trottoir parce qu'on avait passé 15 jours très riches. Et puis j'étais content de voir mon ami Sine dans son contexte. C'est quelque chose de connaître un ami exilé en France, et c'est autre chose bien sûr que d'aller le retrouver dans le pays qu'il a vu naître. Et est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qu'on voit à l'écran ? Alors, Sine est quelqu'un qui travaille... Enfin, je suis plein d'admiration pour son boulot, de peintre, de dessinateur et de graveur. Ce que je présente à Angoulême, c'est une suite gravée que j'aime, qui est particulièrement chère à mon cœur, qui s'appelle Petit et Grand, et où on voit un père et un fils s'éduquer l'un l'autre, si j'ose dire. Et c'est une suite extrêmement émouvante. Sine concentre la plupart de son œuvre peinte et gravée chez lui, à Paris. Elle est aussi collectionnée. Je sais que le musée d'Angoulême détient quelques... Je ne sais pas si c'est des dessins, peintures ou gravures de Sine, mais ils ont quelques pièces de lui. Mais c'est toujours une fête pour moi d'aller chez lui parce qu'il disparaît derrière un meuble et la peinture chinoise est essentiellement sur papier, sur rouleau, ce qui fait qu'elle est relativement plus facile à stocker que la nôtre. On peut déployer tout d'un coup de très grands formats en se contentant de les dévider ou de les déplier. Et c'est toujours des moments de rêve pour moi d'aller dans le 19e, là chez lui, passer 2 ou 3 heures. Je me maudis de ne pas le faire assez, mais chaque fois que j'y vais, c'est toujours une fête parce que je vois un travail qui non seulement est beau plastiquement, mais qui est émouvant pour la raison que, étant un travail d'exilé, c'est le travail de quelqu'un qui apporte avec lui, évidemment, une tradition, et quelle tradition, et qui en même temps prend à bras-le-corps une culture qui originellement n'est pas la sienne, mais qu'il s'approprie. Et donc il a une façon de créer un pont dans toutes les images qu'il produit pratiquement, entre sa Chine native et puis la tradition culturelle européenne qu'il a fréquentée et absorbée ces dernières décennies, qui est toujours extraordinairement imagée puisqu'il s'agit de peinture, mais aussi narrative, puisque comme il est un tenant de la peinture lettrée, il ne dessine jamais sans raconter, et ça donne des récits qui se dévident avec beaucoup de fluidité, beaucoup de fantaisie, parce que c'est quelqu'un qui chorégraphie énormément ses dessins. C'est l'impression qu'on a là déjà en voyant ses gravures, où on voit sans arrêt une sorte de mouvement qui pourrait s'apparenter à celui d'une sorte de dessin animé immobile. Et dans ses peintures et dans ses dessins, on retrouve ça, beaucoup de personnages en apesanteur, Victor Ségalen croisant Lao Tse, croisant Picasso, croisant Victor Hugo dissertant sur le sac du palais d'été, etc. Enfin, via évidemment tout ça, j'apprends aussi, grâce à lui, énormément de choses. Donc je serais content de sa présence auprès de moi à Angoulême le 24 juin
prochain. Et j'espère que quelques personnes pourront profiter avec moi de ce qu'il voudra bien nous montrer ce jour-là, j'imagine, sous forme de projection. Autre personne très importante pour toi, Micheline Bousquet. Tu disais tout à l'heure que des fois, il faut du temps pour qu'on voit ce qu'on a envie de faire avec les gens. Dans le cas de Micheline Bousquet, tu expliques que ce n'a pas été évident et qu'au début, c'était bonjour et basta, mais que quand vous avez commencé à parler, là, d'un seul coup, ça a été magique. Oui, là aussi, il a fallu une bonne dizaine d'années pour qu'on aille au-delà du bonjour, bonsoir. Et pourquoi pas. L'essentiel, c'est que le temps vienne. Et donc, après avoir croisé abondamment Micheline sur les chemins de Normandie, de Haute-Normandie où elle habitait, du côté de Dieppe, un jour, au coin d'un champ, elle a vidé son sac, elle m'a raconté un peu sa vie. Et de ce jour, donc, invité régulièrement chez elle, dans sa toute petite maison, toute petite longère atelier, habillée intérieurement de bois, invité à voir son travail et à en parler. Je crois que c'est la personne au monde avec laquelle j'ai préféré parler de peinture, dans un environnement et dans un village qui, par ailleurs, a vu passer nombre de peintres, puisque Georges Braque y est enterré. Il y a fréquenté abondamment des gens comme Calder ou Miro, qui ont passé aussi de nombreuses périodes là, Kandinsky. Et puis les ont précédés de glorieux ancêtres. Il y a un atelier dans un jardin comme ça qui a vu se succéder rien moins que Corot, Isabey et Claude Monet. Donc c'est un pays de peintres. Et Micheline, elle était née dans le Maine, au nord des États-Unis. Elle était d'origine, ses parents étaient québécois, mais avaient emménagé en Amérique du Nord. Et elle est venue, un peu avant l'âge de 30 ans, en Europe pour s'y installer. Elle a découvert la peinture à cette occasion, c'est-à-dire relativement sur le tard. Elle l'a apprise en autodidacte. Elle a pratiqué beaucoup ce qu'on appelle le glacis, c'est-à-dire une façon d'appliquer la couleur par transparence patiente, comme ça, en superposant les couleurs, jusqu'à obtenir les effets qu'elle souhaitait. Elle a exploré cette technique tout au long de sa vie. Le tableau qui est reproduit ici est un tableau que je lui ai acheté il y a peut-être 6 ou 7 ans, et qui est en ce moment exposé au musée d'Angoulême, mais d'ordinaire chez moi. Et j'aime beaucoup ce petit tableau. Micheline est morte pendant l'exposition, il y a quelques semaines. Et j'ai pu lui rendre visite vraiment jusqu'à la toute fin. Je lui ai d'ailleurs, une des dernières choses qu'elle aura vues, ça aura été ce catalogue que je lui ai porté 2 jours avant qu'elle décède. Et elle me manque. Je suis retourné depuis dans ce petit pays de Normandie, et je dois dire que passer devant la maison, évidemment, est un crève-cœur. Mais c'est quelqu'un qui illustre ce que c'est que de sauver sa vie, de prolonger et de sauver sa vie par la pratique artistique. Parce que Micheline était en mauvaise passe physique depuis de très très nombreuses années. Les médecins la condamnaient, si j'ose dire, régulièrement, parce qu'ils pensaient qu'elle ne se sortirait pas du pétrin dans lequel elle était. Et on en parlait, elle et moi. Elle avait toujours encore des toiles à faire. Et je pense que ce rendez-vous quotidien avec la toile lui permettait de tenir en respect ces atteintes gravissimes. Et c'était extraordinaire. Non seulement elle les tenait en respect, mais elle les tenait en respect avec un appétit, une force, un désir d'en apprendre toujours plus sur elle en peignant, qui m'en imposait beaucoup. Et bon, j'ai pu mesurer son courage à de très nombreuses reprises au cours de notre amitié. Il a vraiment suscité en moi une admiration sans borne quand j'ai vu les conditions romaines dans lesquelles elle est passée de l'autre côté, parce qu'elle a vraiment dirigé sa propre disparition avec un aplomb et une classe qui m'ont énormément marqué.
Et voilà, sa peinture reste. Une galeriste du Tréport donnera vraisemblablement une exposition en septembre ou octobre prochain. J'en parlerai prochainement avec cette dame. Et je suis content d'avoir approché quelqu'un qui avait une vraie vocation de peintre, même si cette vocation s'est avérée un peu tardive dans son existence. Mais plus elle est avancée, plus elle a avancé dans sa propre vie, plus elle a cherché. Et c'était frappant de voir cette quête suffisamment forte pour ne jamais se démentir, c'est-à-dire le genre de quêtes qui ne sont pas, je sais pas, des postures, des attitudes, mais qui sont un carburant indubitable, quelque chose dont elle avait vraiment un besoin viscéral pour vivre et pour aimer vivre au jour le jour. Et donc, grand coup de chapeau au courage et au talent et à la beauté, disons, de Micheline Bousquet. Et dans sa recherche, dans sa pratique, tu l'écris, les couleurs venaient toujours avant les formes. Tu évoquais le geste, mais c'est aussi quelque chose de marquant, cette idée de la couleur avant tout. Oui, en effet. J'aime beaucoup que les gens soient très différents de moi. Et j'aime bien l'énigme, le mystère que représentent pour moi les gens quand ils ont des pratiques, des façons de penser, des façons de s'exprimer qui sont très éloignées de la mienne. Et je suis un dessinateur, donc la forme a tendance chez moi à primer sur la couleur. Le sachant, j'essaye évidemment de contrarier ça, de renverser ça par-dessus les moulins pour parfois faire parler la couleur avant tout. Mais ça m'est moins naturel que ça ne l'était à Micheline, qui n'a pas été une dessinatrice, mais qui a été quelqu'un qui constamment a cherché avant tout les accords colorés, les accords, les syncopes, les contradictions, qui a poussé ça très loin, et pour qui la forme était seconde. Les discussions qu'on avait... ce qui était beau avec elle et qui m'arrive avec la plupart de ses amis, c'est que je peux avoir une sorte de première impression quand je les rencontre, positive ou pas d'ailleurs sur leur travail. Et puis pour peu que l'étincelle, pour peu que l'amitié nous tombe dessus, pour peu que vraiment les atomes crochus se mettent en action, très rapidement je me rends compte que la première chose qui disparaît, c'est le sens critique, ou plutôt c'est une sorte d'opinion un peu épidermique, superficielle et de prime abord que je pourrais affecter à tel ou tel travail. Rapidement, ce travail devient la personne et vice-versa, si j'ose dire. Et donc, il se met à m'intéresser, quelle qu'ait été mon opinion sur lui à l'origine, parce que je commence à y voir des manifestations d'un caractère qui m'intrigue toujours plus, que je connais toujours plus avant et que j'ai toujours plus envie de connaître. Donc à ce moment-là, le dessin, la peinture, des gens que je fréquente deviennent comme des phrases qu'ils me disent, comme des gestes qu'ils font, c'est-à-dire des caractéristiques de leur personnalité qui m'intriguent, et qui nous fournissent opportunément un sujet de conversation. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup peinture ensemble, parce que lui demandant pourquoi elle peignait ça, je lui demandais en fait qui es-tu, pourquoi fais-tu ça, et elle avait plaisir à ces questions parce que elle se les posait vraisemblablement assez souvent à elle-même, mais je crois que pas grand monde ne les lui posait. Donc, bon, là, tel que je viens de les dire, elles ont l'air un peu trop métaphysiques. La peinture nous aidait à ce qu'elles ne le soient pas, précisément. C'est-à-dire qu'elles étaient très strictement indexées sur la peinture. Donc, parlant peinture, on parlait d'elle, mais toujours de manière détournée, ce qui lui convenait bien, et à moi aussi. Et donc, ça a déterminé des belles heures. En plus, je dois dire que j'aime bien que certains de mes amis m'en rappellent d'autres, surtout des amis disparus. Et je dois dire que cette Américaine du Maine, qui était une petite femme très forte, très charmante, très farouche, dans cette petite maison où elle a tiré le diable par la queue toute sa vie, me rappelait furieusement mon copain Alan Cope.
Et sans évidemment que je le lui ai dit plus tard, mais enfin évidemment c'est quelque chose que j'ai pensé d'emblée mais que je ne le lui disais pas. Et il y a un bonheur à se retrouver à certaines heures dans un environnement un peu boisé comme ça, qui sent la boiserie. Le jour tombe, on allume une lumière, on continue à parler jusqu'à l'heure du dîner. Et ce sont des heures que j'ai connues avec d'autres. Et c'est vrai que jalonner son existence avec des heures comme ça, en passant, si j'ose dire, d'une main à l'autre parce qu'on perd ses amis, ils disparaissent. C'était le cas d'Alan, c'est récemment le cas de Micheline. On se rend compte d'une solution de continuité qui fait du bien, qui est une sorte de valse reconduite en passant d'une paire de bras à une autre, ou des sensations qu'on a perdues pendant un temps avec quelqu'un, tout d'un coup renaissent avec quelqu'un d'autre. Et c'est très réparateur, ça fait du bien. C'est des choses qu'on s'annonce un peu par devers soi, c'est-à-dire qu'on ne les affiche pas nécessairement, mais on les ressent. Et c'est d'une grande douceur. J'aimais vraiment beaucoup être dans ce petit atelier maison avec elle. Une rencontre a priori inattendue, celle de l'élan de Lee, où on va le voir, tu as dessiné, tu as peint avec lui, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les amis qu'on va évoquer ce soir. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre, elle aussi extrêmement marquante ? Bien sûr, comme on l'a compris, chaque chapitre est ouvert en quelque sorte par un croquis fait sur le vif de ses différents camarades. Donc c'était le cas de Micheline dans son atelier précédemment. Là, on voit Leland non pas en train de peindre, mais en train de jouer de la guitare. Alors, qui est Leland Lee ? J'ai dû, il y a quelques années, j'ai été invité à me rendre à Taïwan. Et c'était une invitation qui m'intéressait. C'était à la faveur de la création dans cette île d'un musée de la bande dessinée, plus ou moins sur le modèle de ce qui a été fait à Angoulême, qu'ils avaient étudié d'assez près. Et donc, ce musée aurait dû être inauguré en ma présence. Et puis, ils m'ont dit, je voyais la sueur perlait à leur front, parce qu'ils étaient en train de perdre un peu la face. Ils m'ont dit, le musée, malheureusement, n'est pas prêt pour la date où vous serez dans l'île. Et je leur ai dit, mais vous savez, il n'y a rien au monde de mieux partagé que les retards de travaux, donc n'ayez aucune espèce d'inquiétude, on connaît ça très bien en France aussi. Donc je peux retarder mon voyage d'un an ou deux, peu importe. Et ils m'ont dit, non, on a prévu de vous faire venir, donc vous allez venir quoi qu'il arrive. Mais je voyais que ces gens, du coup, essayaient de me trouver quelque chose à faire, à tout prix. Et quelque temps avant que nous rendions, donc je dis nous parce que j'y suis allé en famille avec ma femme et ma fille à Taipei, l'attaché culturel de Taïwan à Paris m'a appelé en me disant: un couple passe par Paris formé d'une mère et de son fils. C'est un peintre qui a une certaine renommée à Taïwan. Il est autiste. Est-ce que vous voudriez les rencontrer tous les deux ? Et j'ai dit évidemment oui. Donc on s'est donné rendez-vous dans une brasserie du boulevard Saint-Germain. Et là, j'ai fait connaissance de ce jeune homme qui jouait au Candy Crush sur sa tablette et qui avait des bouchons d'oreilles qui lui permettaient de s'abstraire de l'environnement, parce qu'on sait qu'une des manifestations de l'autisme, c'est une sorte d'afflux des sensations visuelles et sonores telles que pour conserver un peu de maîtrise sur soi-même, il faut souvent aux autistes la possibilité de s'isoler. Donc les boules caisses servaient à ça. Et sa maman lui a demandé de les enlever pour me saluer. Comme souvent, quand on enlève des boules caisses, on a perdu un peu la notion du bruit alentour. Donc c'est avec une voix de stentor qui m'a dit « Hello, Emmanuel !» Et puis instantanément, il a réenfoncé ses bouchons dans ses oreilles, il a recommencé à jouer au Candy Crush. Et j'ai eu un repas au cours duquel je me suis dit, on m'a fait venir, mais je ne communiquerai pas avec ce jeune homme, il est visiblement complètement dans son monde. On avait assis sa mère en face de moi, elle m'a montré un catalogue de son travail, j'étais frappé par la qualité, la quantité de ce qu'il avait accompli. Il avait à l'époque 26 ou 27 ans.
ou peut-être même pas. Ouais. Et elle m'a dit, elle aussi, de but en blanc, de manière pour moi totalement inattendue, comme signe quand il m'avait dit il faut venir en Chine avec moi, elle m'a dit il faut que vous exposiez à Taïwan avec les Landes. Et je lui ai dit madame, mais vous ne me connaissez pas, je ne le connais pas, c'est une proposition très étrange. Elle avait l'air extrêmement convaincue. Et j'ai compris à l'issue de ce repas que cette femme, que je trouvais au début presque insistante, avait en fait, avec son fils, une relation très extraordinaire. Il faut dire une chose, c'est que Leland donc a été frappé par l'autisme dès sa plus tendre enfance, quand il était vraiment un nourrisson. Et il a plongé dans cette espèce de forteresse étanche et terriblement contraignante qui est celle de cette maladie. Et c'est en fait la pratique de la peinture, très rapidement encouragée par sa mère, qui petit à petit l'a amené à éclore et à sortir de cette espèce de caisson étanche terrible et à connaître une efflorescence qui a fait que ce jeune homme qui ne supportait pas quand il était enfant le contact de l'eau, par exemple, est devenu un nageur émérite, qu'il a appris, comme on l'a vu, à jouer de la guitare, et qu'il est un convive à table qui tient sa partie et qui boit son verre de vin. Et donc, faisant sa connaissance, j'ai appris petit à petit à tenir ma place à côté de quelqu'un avec lequel toute relation un peu protocolaire, conventionnelle, ou même simple, enfin comme on a l'habitude d'en avoir avec des gens de rencontre, est interdite parce que sa façon d'être, sa façon de s'exprimer, d'écouter, de parler, sont, quand on ne le connaît pas, constamment surprenantes. Et ce qui fait qu'il nous tire un peu le tapis sous les pieds et qu'on est obligé pour tout simplement se tenir à côté de lui et interagir, d'être très attentif, prêt à tout, si j'ose dire. Et c'est toujours intéressant parce qu'il est rare qu'on rencontre des gens qui exigent cela de nous. Et donc, quand quelqu'un, souvent, pour des raisons de fragilité, nous oblige à réviser notre façon de nous tenir, notre façon de parler, notre façon d'être, on entre tout de suite dans un territoire peu fréquenté par nous d'ordinaire, assez inconnu. Et c'est intéressant, surtout dès lors qu'on nous propose de partager des activités, comme la musique, par exemple, puisqu'on a joué de la guitare ensemble, chanté ensemble, etc. Et puis la peinture, puisque sa mère a posé sur un chevalet, ou une table, plus exactement, puisqu'on a travaillé à plat, 2 toiles côte à côte. Ces 2 toiles sont présentées au musée d'Angoulême. L'une d'entre elles, c'est celle que vous voyez en ce moment sur l'écran. Les Landes abat, il n'est pas rare qu'il abatte une toile quotidiennement, sinon 2 ou 3 parfois, avec une capacité foudroyante à suivre le cheval, si j'ose dire, de son feutre acrylique, qui n'a pas d'équivalent pour moi dans le monde des dessinateurs qui sont réputés n'avoir pas d'affection du genre autisme, etc. Nous, en règle générale, on tergiverse un peu, on regarde ce qu'on fait, on cherche. On n'a pas une sorte, à la place de la main, une sorte de motocyclette qui dépose comme ça sur la toile un trait constant qui va à une vitesse folle et qui visiblement met sur le papier ou sur la toile des scènes vues auxquelles il est sans doute intérieurement branché et qui ressortent au bout des doigts avec une espèce de foudroyance très étonnante, à telle enseigne que je me suis senti au début très gourd, très empoté à côté de lui.
et qu'il a fallu que je me secoue, non pas pour l'imiter, non pas pour aller aussi vite que lui, mais ne serait-ce que pour faire quelque chose en sa présence, parce que j'étais très clairement déstabilisé. Et ça aussi, c'était intéressant, et ça aussi, c'était agréable. Et voilà. Ils sont venus depuis en France nous rendre visite. À nouveau, ils auraient dû venir cette année à Angoulême. Ça fait partie des regrets, évidemment, qu'on a autour de cette pandémie. Les peintures, elles, ont bien pu venir. Mais grâce à la diligence du festival qui a bien voulu, et je les en remercie, faire venir ces 2 toiles de Taïwan à une période où c'était pas simple. Les Landes est représenté par les 2 toiles présentées à Angoulême. Parler des Landes avec les Landes à Angoulême, ça aurait été aussi parler de l'autisme, ça aurait été aussi parler globalement de ce que l'expression artistique fait à une personne malade. Je pense singulièrement à une autre activité que j'ai, qui est depuis quelques années, on en parlera un peu plus tard, de visiter les enfants hospitalisés. Je fais partie d'une association qui s'appelle Sur un lit de couleur et qui se mêle de... Tu veux qu'on en parle tout de suite ? On en redira 2 mots quand il s'agira plus tard de parler de Nathanaël, mais cette association installe des ateliers d'art plastique dans divers hôpitaux en France, dans l'idée que la pratique artistique, non pas considérée comme thérapeutique, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'art-thérapie qu'on fait nous, c'est vraiment la proposition d'un apprentissage ou disons d'une remise à niveau avec un enseignant qui met à disposition un peu de technique et un peu de matériel et donner donc à toutes les classes d'âge, puisque notre association couvre aussi bien les besoins de jeunes enfants que de personnes très âgées, en passant par tous les âges de la vie, de montrer à quel point une activité, soit qu'on la pratique habituellement parce qu'on a une petite activité artistique dans son existence ou importante, soit qu'on la redécouvre à 75 ans parce qu'on a rompu, comme beaucoup de gens, depuis l'âge de 6 ou 7 ans avec la pratique du dessin et de la peinture, montrer à quel point tout ça nous est profondément nécessaire. C'est fou de voir à quel point des gens qui ont définitivement, au cours de leur vie, renoncé à une pratique artistique parce qu'ils considèrent que ça n'est pas pour eux, à la faveur d'un coup dur, par exemple, d'un séjour en hôpital, quand désœuvrés, après avoir passé des heures à s'abrutir devant un écran de télévision, ou on leur donne la possibilité de réexercer un artisanat ou une activité artistique, peuvent récupérer des facultés, de la nutrition, des heures de sommeil et une estime de soi, une sorte d'émerveillement devant ce qu'ils sont capables de faire, extraordinairement réparatrice. Et je suis content de faire partie de cette association auprès de Christine Géricault qui l'a fondée, parce que je pense que c'est important que ça se sache, c'est important que ces pratiques se développent, parce que pour quiconque, elles sont potentiellement bénéfiques. Et on va en reparler bien évidemment quand on parlera de Nathanaël dans quelques instants. Une des pièces, même si elles sont toutes très importantes, disons une des pièces les plus imposantes de cette exposition, c'est celle-ci. Et je crois que c'est une des premières œuvres dont tu m'as parlé quand on a commencé à parler de cette exposition, une œuvre donc de Jean-Louis Faure. Voilà, quelques mots sur Jean-Louis. Alors Jean-Louis Faure est sculpteur, il se nomme lui-même, non sans humour, mais l'humour est évidemment un des traits fondamentaux du caractère de Jean-Louis, il se nomme menuisier narratif, c'est-à-dire qu'il travaille le bois et il raconte des histoires avec ses sculptures. Rien de tout ça n'est commun, les sculptures de Jean-Louis sont très singulières, elles ne ressemblent qu'à Jean-Louis. Et donc, j'ai rencontré Jean-Louis grâce à un copain commun qui s'appelle Phil Cazoar, qui est journaliste de formation et écrivain, et dont j'ai beaucoup admiré il y a quelques années un livre qui s'appelle « Les héros de Budapest », qui est une immense réussite, qui est un bouquin qui
à partir d'une photographie prise au moment du soulèvement de Budapest en 1956 et qui représente deux jeunes gens, deux émeutiers, si j'ose dire, au moment de cette révolution avortée, fait ressurgir, à la suite d'un travail d'enquête époustouflant, toute une époque. Donc j'avais écrit à Phil, que je ne connaissais pas à l'époque, spontanément pour le féliciter d'avoir écrit un si bon bouquin. Et on est devenus très copains. Et un jour, il m'a dit, il faut absolument que je te présente mon ami Jean-Louis Faure. J'aime bien que mes copains me présentent leurs copains. Ça donne souvent quelque chose. Et là, je ne serai jamais assez reconnaissant à Phil de m'avoir présenté Jean-Louis, qui est quelqu'un que j'aime tendrement aujourd'hui, avec lequel je passe le plus de temps possible et avec lequel j'échange beaucoup, et pour le travail duquel j'ai une admiration considérable. C'est un homme qui a fait une œuvre immense pendant une trentaine d'années. On disait que Micheline s'était mise relativement tard à la peinture, en commençant vers l'âge de 30 ans. Jean-Louis, il s'est mis à sculpter sérieusement vers l'âge de 50 ans. Mais les 30 années qui ont suivi, 35 années qui ont suivi d'activité, ont été des années prodigieusement fertiles, où il a accouché pratiquement de l'œuvre d'une vie. Je ne sais pas s'il aurait pu travailler beaucoup plus, s'il avait commencé à 20 ans et fini à 80, parce qu'on a vraiment l'impression d'un parcours sculptural extraordinairement varié sur le plan de ses sujets, de ses thèmes, et puis de l'apparence des sculptures en question. La seule chose évidemment qui fait peut-être la différence, c'est que quand on commence à travailler à 50 ans, pour peu qu'on soit prêt comme il l'était, prêt à se mettre au boulot, on a une expérience et une maturité qui fait que si on est intelligent et talentueux comme il l'est, tout de suite, dès les premiers travaux, l'œuvre est là, avec les prémices de tout ce qu'elle portera par la suite, et en l'occurrence, donc d'emblée, cette faculté à travailler le bois remarquablement, et puis ce grand talent d'écrivain, en fait, d'écrivain dans l'espace, et puis d'écrivain aussi au sens strict, puisque chacune de ces sculptures est accompagnée d'un texte qui la décrit, et qui fait d'ailleurs plus que la décrire, qui la prolonge, qui lui donne toute la résonance et tout l'impact qu'elle a quand on la regarde ensuite. Alors j'ai choisi pour l'exposition 3 statues qui se situent, disons, dans l'orbite de l'histoire napoléonienne, pensant à l'anniversaire récent de la mort de Napoléon qu'on vient de célébrer. Et la première d'entre elles, donc, qu'on voit sur le document qui est présenté ici, c'est une sculpture de l'empereur à Sainte-Hélène, vraiment au soir de sa vie, en train de s'enquiquiner considérablement à faire le tour de ce confetti. Et il est en train d'observer sous une loupe placée sur le sol, sur le plateau qu'on voit sous ses pieds, des blattes, de tristes blattes, qui taquinent du bout de sa canne sur une terre qui, par ailleurs, a été prélevée précisément à Longwood, à l'endroit où il a vécu sa dernière captivité et sa mort. Il y a dans son dos, on devine une sorte de structure qui présente en fait un croquis fait sur le vif extraordinaire de David, présentant le profil du jeune Napoléon, et puis une mention relevée dans ses cahiers d'écolier à l'école de Brienne, où il avait dû à un moment évoquer Sainte-Hélène sans savoir que c'était là qui terminerait ses jours. Et donc il y a de la main de Napoléon et manuscrit la mention Sainte-Hélène petite-île. Voilà. Et puis il y a également dans l'exposition 2 autres sculptures très spectaculaires. L'une d'entre elles présente
un voltigeur de l'armée, de la Grande Armée, au moment du triste passage de la Bérésina. Donc il est totalement congelé. Il a un corbeau qui s'apprête à lui faire son affaire planté sur la fesse gauche. Et il est le support d'un graphique qui, c'est le cas de le dire, glace les sangs. Il est remarquablement fait, ce graphique. Je n'ai jamais vu un graphique aussi clair, qui présente en fait la perte en effectif de l'armée de Napoléon pendant cette calamiteuse expédition à mesure qu'elle progresse vers Moscou et qu'elle en revient. Et on voit partir évidemment une armée considérable et on voit revenir un tout petit filet. Et c'est là qu'on comprend quel a été le coût humain de ces terribles aventures. Et puis la troisième sculpture, il se trouve que Jean-Louis est le petit-fils du grand, remarquable historien de l'art qui était Élie Faure. Et il a hérité de son grand-père un certain nombre de pièces, dont 18 gravures originales de Goya, en l'occurrence los proverbios, les proverbes. Et les proverbes, il leur a offert une sorte de présentoir, de reliquaire. Assez impressionnant. Oui, sous l'espèce d'un meuble qu'il a conçu pour que ces 18 proverbes soient vus en majesté. Et l'humour de Jean-Louis a coiffé le meuble en question d'une magnifique paire de cornes de taureau rouge vif. Donc ces trois sculptures sont présentes dans l'exposition. Jean-Louis a suscité l'intérêt de toutes sortes de gens qui ont reconnu en lui vraiment l'homme prodigieusement talentueux qu'il est, dont le cinéaste Alain Cavalier, qui nous a accompagnés l'autre jour à Angoulême et avec lequel nous avons présenté 2 extraits de ses films, parce que depuis des décennies, Alain Cavalier filmait Jean-Louis dans son appartement-atelier. Et donc, 2 extraits de films où on voit Jean-Louis ont été présentés à Angoulême. J'espère que l'œuvre de Jean-Louis sera toujours plus montrée, toujours mieux connue, parce que quand on y accède, on est frappé vraiment par la versatilité, le savoir-faire, le talent, et puis la profondeur de la pensée de cet homme. Et c'est donc une grande œuvre. J'espère qu'elle sera, dans les années qui viennent, conservée, montrée, discutée, en quoi elle serait à la place qu'elle mérite. Et on pourrait en parler encore et encore, mais malheureusement, le temps file trop vite. Autre personne extrêmement importante pour toi, Cécile Reims. Alors voilà, on va dire quelques mots de Cécile aussi, bien sûr. Cécile est peut-être celle qui, dans tous les gens que je présente dans l'exposition, a laissé le nom le plus notable pour l'instant dans l'histoire de l'art. Je ne doute pas d'ailleurs qu'elle y reste et que son nom continue de fructifier et de grandir, mais Cécile a été un de nos plus grands graveurs de ces dernières décennies. Elle a été graveur pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle a créé ses propres motifs, mais elle a été aussi ce qu'elle appelait graveur d'interprétation, c'est-à-dire qu'elle a travaillé pour des artistes comme Hans Bellmer, comme Léonore Fini, comme son mari Fred II, qui a été un peintre, un écrivain et un causeur absolument éblouissant. Et puis, elle a également été, pendant une partie de sa vie, une tisserande très notable. Si on se rend au musée des Hospices Saint-Roch à Issoudun, dans le Berry, près de là où Cécile habitait, où elle est maintenant enterrée, à la Châtre, on voit non seulement l'œuvre de Cécile et Fred abondamment présentée, puisqu'ils ont légué nombre de pièces à ce musée, mais on y voit aussi ces pièces de tissage, ainsi qu'un des métiers à tisser qui lui a appartenu, qui valent vraiment d'être vues parce que elle a fait un remarquable travail en étant une autodidacte parfaite.
Et grâce à ça, elle a pendant quelques années nourri le couple qu'elle formait avec Fred, à une époque où Fred dessinait, peignait, mais gagnait pas un rond. Donc c'est une personnalité extrêmement frappante, inoubliable, très riche. On présentera à Angoulême le 22 juin prochain, en présence de l'historien de l'art Pierre Vatte et du cinéaste Mathieu Châtelier, un film de Mathieu baptisé Ombre portante, et qui présente vraiment Cécile dans ses toutes dernières années. Moi j'ai connu une femme jusqu'au bout, d'une acuité, d'une lucidité, d'une expérience absolument extraordinaire. Elle m'a beaucoup remué, beaucoup marqué. Je suis très content d'avoir pris l'initiative un jour d'aller frapper à sa porte. Fred venait de mourir, elle ne me connaissait pas. J'y suis allé avec mon ami André Klein de la médiathèque de Douarnenez, et tous les deux, elle nous a accueillis. On lui a dit: Madame, on ne supporte pas l'idée que vous deveniez veuve. Donc on est à votre disposition s'il faut faire quoi que ce soit pour vous. Elle a été touchée par ça, et ça a été le début de 5 ans d'une amitié qui m'a beaucoup apporté. Et voilà, donc je suis content de montrer dans cette exposition un cycle qui s'appelle La Chenille. Et cette chenille, ça a été une façon pour Cécile de renouer avec sa propre création, après avoir selon elle, pendant trop longtemps été le graveur des autres. Elle a renoué avec cette activité via ce cycle que Patrice Moreau, le conservateur en chef du musée d'Issoudun, a prêté au musée d'Angoulême pour la durée de l'exposition. Jed Falby. Alors, Cécile était d'origine juive lituanienne. Et là, c'est un Anglais bon teint qu'on voit sur cette image. Jed est un lecteur. J'ai fait amitié ces dernières années avec des lecteurs qui m'ont écrit parce qu'ils avaient lu un de mes bouquins et que ce bouquin leur avait tapé dans l'œil. Et voilà, et puis je réponds, et puis ils viennent me rencontrer, et puis on ne se quitte plus. Et donc il y a une bonne vingtaine d'années que Jed et moi, on est vraiment d'excellents copains. Et un jour, j'ai refilé à Jed, non pas un virus, mais un sujet, en lui parlant d'un résistant français sur lequel un ami avait attiré mon attention, dont j'ignorais le nom, comme la plupart d'entre nous. Il s'appelle Michel Hollard, et on peut lire l'histoire de cet homme dans un livre paru aux éditions des Arènes qui s'appelle L'homme qui a sauvé Londres. Je recommande cette lecture à tout le monde parce que c'est un livre haletant, passionnant, et c'est une histoire vécue qui défie d'ailleurs l'entendement et l'imagination. Les exploits qu'a réalisé cet homme sont absolument extraordinaires, et il fait partie des quelques personnages qui ont tenu vraiment le sort des armes entre leurs mains pendant cette guerre, parce qu'il est une des rares personnes qui a identifié l'emplacement des rampes de lancement de V1 sur la côte normande qui étaient censées réduire tout le sud de l'Angleterre en poussière, ce qui aurait été le cas si quelques résistants, dont Michel, n'avaient pas en temps et heure alerté les Anglais et la Royal Air Force pour permettre à ces chasseurs d'opérer sur ces bases de lancement et de les réduire à l'impuissance en les bombardant. Et donc l'action de Michel est décisive. Il a miraculeusement réchappé de cette guerre, alors que, ayant été dénoncé, déporté, tout a été fait pour qu'il y reste. Néanmoins, il était d'une force et d'une capacité de résistance absolument hors du commun. Et donc, Jed, qui est un enfant de la guerre, lui, puisqu'il est né en 1938, s'est dit mais au fond, cet homme m'a sauvé la vie, parce que Jed a le souvenir, dans ce qu'il pensait être en 1944 une sorte de pré-après-guerre, au moment où la menace allemande semblait petit à petit s'éloigner. Ces enfants de la guerre londoniens, ces enfants du Blitz qu'on avait envoyés à la campagne pour leur épargner les bombardements, étaient rapatriés par leurs parents parce qu'on pensait qu'il n'y avait plus de danger. Et sa mère, un jour,
les a emmenés, lui et sa sœur, sur les hauts de Londres, sur une petite colline, avec un panier de fraises recouvert d'une nappe à carreaux pour fêter leur retrouvaille. Et à peine le panier de fraises était-il ouvert et déployé sur la pelouse qu'ils ont entendu le sinistre bruit d'un V1. Il en restait encore quelques-uns. Et sa mère s'est couchée sur lui. Il y a eu ce que Jed appelle les 10 terrible seconds, les 10 secondes terribles où le V1 cessait sa course pour la raison qu'il était programmé pour s'arrêter. Le moteur a été coupé à un certain moment. Et à ce moment-là, le V1 tombait. Et donc, pendant ces 10 secondes, Jed n'a pas su s'il survivrait à la chute de ce V1. Il a entendu une énorme explosion et en se relevant, il a constaté qu'une maison qui était là quelques secondes auparavant n'y était plus. Donc, autant dire qu'il a été marqué à vie par cette histoire et qui est arrivé d'ailleurs au même moment à cet admirable auteur de livres pour enfants et de bandes dessinées qui s'appelle Raymond Briggs. Raymond Briggs raconte ça dans une des plus belles bandes dessinées qui soit, qui s'appelle Ethel et Ernest, qui regroupe ses souvenirs d'enfance. On voit la même anecdote d'un V1 qu'il survole et c'est une anecdote qui a été tristement vécue par énormément de Londoniens pendant cette guerre. Et Jed s'est dit, Michel, en empêchant en fait que les V1 n'écrasent sous un tapis de bombes le sud de l'Angleterre, m'a sauvé la vie. Donc, il a décidé de lui consacrer à Michel Hollard une biographie en bande dessinée. Pendant une dizaine d'années, il a travaillé assidûment, il venait me voir régulièrement, on échangeait sur son travail. Et puis cette bande dessinée est finalement sortie, elle est elle aussi présentée dans l'exposition, parce que j'ai émaillé cette exposition de boîtes à livres. Et donc dans ces boîtes, des livres sont ouverts, dont la bande dessinée de mon copain Jed Folby. Emmanuel, il nous reste une quinzaine de minutes pour 6 de tes amis et peut-être le cool couloir de la musique. Alors, top chrono. On a les incontournables 3 Alain. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 Alain tellement importants pour toi? Quand mon ami Didier Lefebvre, à qui j'ai consacré cet album appelé Le Photographe, cette trilogie qui est devenue maintenant un seul et même livre, est mort, on s'est retrouvés penchés sur sa tombe, en fait, les 3 Alain et moi. Je connaissais très vaguement Alain Keller, mais je ne connaissais pas du tout les 2 autres, Alain Bujac et Alain Tandero. Et c'était donc des amis photographes de Didier. Et il est évident qu'on était tous tellement labourés par la mort de ce copain qui incarnait pour nous vraiment de manière extraordinairement solaire la vie, le courage, l'humour, l'intelligence. On s'est regroupés donc pour se tenir chaud. Et c'est comme ça que je suis entré en intimité avec ces 3 gars qui sont très différents les uns des autres, mais qui ont comme point commun d'avoir une pratique de la photographie qui s'apparente au reportage et qui est... on voit les photos d'Alain ici en noir et blanc. J'ai fait un livre avec Alain Keller qui s'appelle Des Nouvelles d'Alain, qui avait été prépublié en partie dans la revue 21, sur un sujet qui lui tient à cœur et qui est devenu aussi important pour moi, qui est celui du sort des communautés roms en Europe. On voit également Tandero, qui lui a consacré un cycle de photographie au fil des années aux petits cirques familiaux en France, donc qui a suivi comme ça... comme l'avait fait Fred en son temps, un petit cirque, des petits cirques, et s'est agrégé à des familles, a fait amitié, connaissance avec eux, et on a rapporté un reportage au long cours qui est merveilleux et qui a donné lieu à un diaporama qui passe à l'heure actuelle à Angoulême dans l'exposition. Et le 3e, Alain Bujac, a été un tireur, on le voit, il l'est toujours d'ailleurs, on le voit faire un tirage argentique là, en bas sur un croquis que j'ai fait de lui il y a quelques mois. Donc c'était le tireur de Didier et c'était lui qui développait donc les photographies. Et il a également une activité de photographe et de scénariste de bande dessinée aux éditions Futuropolis. On voit à droite le portrait du Tirailleur, qui est un album qu'il a réalisé avec Piero Macola, et on voit une rivière
qui est proche des sources de la Loire, du côté du Mont-Gerbier-de-Jonc, pour un bouquin qui s'appelle L'eau vive, qu'il a réalisé avec Damien Roudot. Donc il a à la fois une activité de laborantin de la photographie, de photographe et d'auteur de bande dessinée. On a parlé photographie, peinture, sculpture, gravure. On n'a pas encore parlé architecture. Et on va en parler tout de suite avec Mike. Mike, alors il y a dans l'exposition d'Angoulême une alvéole consacrée à Mike, où on voit des dessins d'observation de cet architecte qui, ayant été formé à l'ancienne dans les années 1960, avait appris le dessin d'observation d'architecture qui faisait partie du b.a.-ba de l'architecture jusqu'à récemment. Je crois qu'on y revient un peu. Il y a eu un temps évidemment où tout ça a été passablement remué et détrôné par l'arrivée de l'informatique. Mais Mike a été un prosélyte du dessin d'observation toute sa vie. Il l'a enseigné. Il entraînait des étudiants du campus Urbana-Champaign, près de Chicago, en Europe, tous les ans, à la faveur d'un ou deux voyages. Il y avait toujours une trentaine, une quarantaine d'étudiants avec lui. Il sillonnait l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Il poussait jusqu'en Asie mineure. Et il faisait découvrir à ces gens le bonheur d'analyser un bâtiment en se posant devant lui le temps qu'il faut pour le dessiner, donc en percer à jour les arcanes, le comprendre, et puis en apprécier le plus souvent la beauté. Et Mike était consacré un récit. Voilà. Mike, quelqu'un que j'ai connu dans un espace de temps relativement bref, mais que j'ai beaucoup aimé. Et donc, ça justifiait qu'aux éditions Gallimard paraisse, il y a quelques mois, un bouquin qui lui est consacré et où il est beaucoup question de notre activité commune de dessinateur d'observation. Une jeune fille dont on parlait tout à l'heure, Nathanaëlle Arginte, qu'on a très rapidement évoqué et où là aussi, il y a un livre qui est écrit de sa main et qui fait suite à des ateliers que tu as menés. Alors j'étais à l'époque visiteur à l'hôpital Necker, qui est l'hôpital des enfants malades à Paris. Et donc j'étais dans un service de néphrologie, de gens qui avaient des atteintes rénales et qui pour cela devaient subir ce qu'on appelle le traitement de la dialyse, qui consiste à faire par une machine le travail que le rein ne fait plus. Et Nathanaëlle était à l'époque, quand je l'ai rencontrée, une toute jeune fille qui avait 12 ans, et qui avait déjà un parcours hospitalier très rude. Elle avait dans la poitrine un cœur qui n'était pas le sien. Elle avait été greffée du cœur fraîchement quand je l'ai rencontrée. Et elle était en attente d'une greffe rénale. Et je ne raconterai pas les circonstances, je l'ai fait ailleurs de cette rencontre. Elles sont très frappantes, mais disons que là aussi, on a été très très vite extrêmement liés l'un à l'autre. J'ai le bonheur de pouvoir dire qu'on l'est toujours 15 ans après et que Nathanaëlle va très bien. Et je l'ai en fait encouragée à faire quelque chose qu'elle aurait sans doute fait sans moi, mais elle a en fait, entre l'âge de 13 et 17 ans, écrit une autobiographie. C'est rare, mais quand on avait déjà vécu 2 ou 3 vies, comme c'était son cas, on a une expérience que bien des personnes plus grandes ou plus âgées n'ont pas. Donc je trouvais passionnant qu'elle en fasse état. Elle s'est très vite révélée vraiment un écrivain hors de pair. À 14 ans, elle avait déjà une écriture extraordinairement affûtée, très précise, allant droit au but de ce qu'elle voulait dire. Et elle, à travers cette écriture, elle passait un regard sur l'hôpital, sur la famille, sur la maladie, sur les traitements, qui est, je pense, pour tout un chacun, intéressant à lire. Et donc j'ai eu le bonheur d'accompagner la rédaction de ce livre, d'abord en étant un lecteur enthousiaste et en l'encourageant évidemment de toutes mes forces à continuer. Et puis, quand il a été fini, en faisant avec elle le travail qu'on appelait, en rigolant tous les deux, la chirurgie de confort, c'est-à-dire ajuster un peu l'orthographe et la syntaxe, parce que sa scolarité, évidemment, avait été en 1000 morceaux
Elle s'est bien rattrapée depuis, mais à l'époque, elle avait besoin d'un petit coup de main. Et le livre est sorti, il est maintenant également disponible. Là, on voit la couverture du livre paru aux éditions des Arènes. Il est également disponible en livre de poche. Et c'est beau, à quelques moments qu'on soit de sa vie, de connaître des gens de tous âges. Je trouve que c'est important. On a tendance à grimper un peu dans l'ascenseur de sa génération. Et il est nécessaire, je trouve, d'avoir à tout moment des relations non seulement avec des gens plus âgés, ça c'est assez volontiers le cas pour tout un chacun, mais aussi constamment dans sa vie avec des jeunes gens, des enfants, des adolescents, parce qu'on a tous les uns et les autres évidemment aux âges qui sont les nôtres des choses à s'apprendre. Et je dois dire que l'extrême maturité de Nathanaël, son tempérament très décidé, très poétique, l'intelligence fulgurante qui est la sienne, m'ont énormément marqué. Je donne un exemple de la jeune fille qu'elle était quand elle était hospitalisée. Il n'était pas rare que les médecins, rentrant chez eux, trouvent une enveloppe dans leur poche. Et quand ils l'extrayaient, ils se rendaient compte qu'elle leur avait glissé avec une petite lettre disant « Docteur, vous êtes un praticien formidable, mais vous passez un peu trop de temps à l'hôpital. Et si vous ne veniez pas le samedi, vous seriez peut-être plus équilibré le lundi, au moment où... » Voilà. Et elle me disait « On est penché sur moi, on établit un diagnostic sur moi, j'établis un diagnostic sur les gens. » Il n'est pas question que tout ça soit à sens unique. Ces choses-là doivent se partager. Et voilà, donc ça donne une idée du tempérament de cette jeune fille. Autre livre qui est présent dans cette exposition, le livre de Fiamma Alouzati avec Karine Lacombe. Alors ça, c'est une histoire intéressante parce que je ne scellerai pas plus longtemps que Fiamma est ma femme. Et j'ai reçu il y a quelque temps une proposition d'un éditeur pour rencontrer Karine Lacombe, qui était notablement moins connue qu'elle ne l'est devenue à travers tout ce qui s'est passé en France cette dernière année. Mais elle avait déjà l'idée de témoigner sur ce que le Covid faisait singulièrement aux patients, bien sûr, mais à l'hôpital, aux soignants en France. Et elle voulait raconter cette expérience. Moi, c'était un moment où je ne pouvais absolument pas donner suite à la proposition qui m'était faite, que je trouvais très intéressante. Mais il se trouve que Fiamma, depuis quelques années, est l'auteur, c'est-à-dire scénariste et dessinatrice, qui, sur le site du Monde en ligne, tient la rubrique de vulgarisation scientifique en bande dessinée. Et donc, j'ai pu leur dire, écoutez, ne quittez pas. Et j'ai tout de suite branché Fiamma sur le coup. Et donc, elle s'est très bien entendue avec Karine. Elle est allée en pleine tourmente dans ce secteur Covid de l'hôpital Saint-Antoine où officie Karine Lacombe. Et elle a pu donner un premier aperçu, comme elle l'avait fait dans certains billets déjà de son blog, sur ce qui était en train de nous arriver à un moment où c'était encore très mystérieux pour nous tous, fabuleusement inquiétant. Il faut qu'on se souvienne de l'espèce de paranoïa qui s'est emparée de nous il y a plus d'un an quand on ne savait absolument pas ce qui était en train de nous arriver et d'arriver au monde. Donc la bande dessinée apportait des éléments de réponse sur tout ça d'une façon qui n'appartient qu'à elle, parce qu'il était pratiquement impossible à l'époque de faire des images à l'intérieur de ces hôpitaux. On ne pouvait pas y accueillir d'équipe de cinéma ou de télévision, bien que ça a été fait dans certains endroits. Je suis en contact avec un réalisateur américain qui vient de monter un film qui a été fait à New York en pleine vague de Covid dans un hôpital. Enfin, disons qu'à l'époque, en tout cas, la bande dessinée pouvait témoigner à chaud en proposant des images, en racontant des destins, en nommant des gens, en donnant des visages à ceux qui disparaissaient à ce moment-là, à ceux qui tentaient de les soigner et de les retenir en vie. Et je dois dire que c'est un des aspects de ce métier qui était extraordinaire. On l'a découvert à travers le développement de la bande dessinée de reportage ces dernières années.
c'est qu'il y a vraiment une faculté pour le dessinateur à montrer des choses qui parfois ne sont pas montrables par le truchement de la photographie et du film, et de donner donc une valeur de témoignage à la bande dessinée sur des faits d'actualité extraordinairement brûlantes qui sont en train de se passer. Et donc ce livre a bien marché, et parce qu'il parle à la première personne de quelqu'un qui fait face, et même de plusieurs personnes qui font face, puisqu'on est des deux côtés de la barrière, si j'ose dire. On est tout autant du côté des soignants que du côté des patients. On est face à cette bande dessinée, on en découvre quelques planches, et puis on passe devant, on tourne à droite, et là, on a le cool couloir de la musique, où là aussi, il est question beaucoup d'amitié. On a parlé un petit peu de musique que tu pouvais pratiquer. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et tu y tenais beaucoup à ce que dans cette exposition, il y ait aussi de la place pour toutes ces collaborations, pour des pochettes de disques, pour plein de projets autour de la musique. Il nous reste 1 minute ? 3. Alors, depuis 9 ans, j'ai l'extrême bonheur d'être le dessinateur des pochettes, de toutes les pochettes d'un label qui s'appelle Vision Fugitive, qui a été créé par 3 éminents personnages qui s'appellent Philippe Guelmetti, Philippe Mouratoglou et Jean-Marc Foltz. Philippe Guelmetti est le graphiste que dans la profession on sait qu'il est, puisqu'il est connu comme le loup blanc pour tous ses extraordinaires travaux. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler tout jeune avec Étienne Robial et Florence Estac chez Futuropolis, et puis qui a eu au cours de sa vie des labels, des studios, sketch, etc. Et donc ils ont tous les 3, donc avec ce clarinettiste et ce guitariste, fondé un label extraordinairement éclectique, qu'on peut qualifié de label de jazz, mais enfin, où on peut y entendre de la musique classique, on peut y entendre du flamenco, on peut y entendre toutes sortes de musique d'origine et de sonorités très différentes. Et donc, moi, j'ai le grand bonheur, là, depuis quelques années, d'être associé à leurs concerts. On vient de faire, là, à Caen, un concert avec des projections. Et puis, ils m'ont fait un immense cadeau. J'y pense, puisque je vois des dessins là, qui ont été faits à cette occasion. Philippe a décidé que pour le 20e anniversaire de la mort d'Alan, de mon copain Alan Cope, à qui j'ai consacré une série de livres, il enverrait donc à ces différents musiciens, 3 Américains en l'occurrence et 3 Françaises, qui était aussi une belle idée, puisqu'il s'agit bien sûr d'une histoire franco-américaine et d'une amitié franco-américaine. Bill Carruthers, Beck Carruthers, Matt Turner, et puis côté français, Stéphane Oliva, Jean-Marc Foltz et Philippe Mouratoglou, les albums, de manière à ce qu'ils les lisent et qu'à partir de ces livres, ils veuillent bien créer une sorte de suite musicale inspirée de différents chapitres piochés de ci, de là, dans la guerre et dans l'enfance d'Alan. Et donc, je les ai rejoints pendant une semaine chez Gérard de Haro, à Pernes-les-Fontaines, dans un magnifique studio qui s'appelle La Buissonne, et où se bousculent des musiciens du monde entier. Tant la réputation de Gérard a passé nos frontières comme ingénieur du son. Et là, j'ai assisté, bouleversé, à l'élaboration devant moi de cet album. J'étais au milieu d'eux, et ils ont joué toutes ces musiques. Alan était un vrai mélomane, autodidacte, qui s'était fabriqué un peu tout seul, mais qui avait une passion pour la musique. Le fait qu'il redevienne de la musique 20 ans après sa mort me paraissait quelque chose d'extrêmement juste, et surtout cette musique-là, qui était une musique de gens qui l'ont compris, et miraculeusement. Et c'est très émouvant d'entendre Peg, qu'on voit dans l'image suivante, en train de chanter des berceuses que la mère d'Alan lui chantait, etc. Donc, au sein de ce label, il y a ce disque qui s'appelle La musique d'Alan, mais il y en a de très nombreux autres, puisque on a fait une petite trentaine de disques à ce jour. Merci beaucoup, Emmanuel. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à pouvoir vous rendre d'ici le 27 juin, découvrir tous ces amis dont tu nous as parlé ce soir, et découvrir bien d'autres choses encore. On a pu feuilleter un peu quelques pages du catalogue de cette exposition, qui bien évidemment revient aussi sur ton parcours, ce que ne fait pas l'exposition. J'espère que ça vous donnera aussi envie de le découvrir, bien évidemment. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi, Sonia. Toutes et à tous. Merci beaucoup, Renaud, Alexandre, Julien, Nathanaël et Émilie de la BPI. Émilie et l'équipe des réseaux
sociaux du musée d'Angoulême, et Solène, Corinne et toute l'équipe du festival pour avoir rendu cette soirée possible. Merci à vous tous.